moi, je ne connais pas la teneur de tous ces projets qui font partie de cet agenda de la DAP. Je voulais faire remarquer que la commission d'accessibilité n'a pas été réunie encore cette année. Donc je voulais savoir si vous comptiez le faire et dans quel délai. Encore à la fin de l'année, ça ne sera pas possible. Toujours le problème de réunion de commission. On essaiera de le faire le plus rapidement sur 2021. D'autres questions là-dessus? Non? Je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sur les travaux intérieurs de l'église de la Madeleine, en fait, on avait un montant initial à 970 000, qu'on avait remis à 900 000 d'après ce que nous proposait le maître d'œuvre, mais en fait, il faut plutôt 1 million au vu des marchés qu'on a passés. Donc on passe de 900 000 à 1 million en opération de programme, et en crédit de paiement, on laisse 100 000 sur 2020, il reste donc 900 000 sur 2021. Y a-t-il des questions? Non? Je me vois même qui est contre, qui s'abstient. À l'unanimité, merci. Alors, sur la réhabilitation et aménagement du parc de la médiathèque, ce qu'on appelle le parc de la médiathèque. On demande de subvention au titre de la DETR, ainsi qu'on remonte aussi au titre de la région. Marie Terrier, est-ce que vous pouvez bien présenter un peu le projet? On devait afficher le... Ah, c'est ce dessin-là. D'accord. Sur le côté. Excusez-nous. Après, il n'est pas la parole. Alors, ça y est. Alors, ceci est un plan qui date vraiment des débuts du projet. Vous savez qu'il y a ce projet d'aménagement de cet espace entre la médiathèque et la ville d'Hauterive, comme un projet de lieu pour tous, espace de loisirs, espace jardin, espace sportif, et lien avec la ville d'Hauterive dans l'idée effectivement de travailler ce lien, également les liaisons douces, les cheminements, etc. Donc ce projet il a émergé avec les habitants du quartier de la Madeleine quand on a fait les premières réunions du quartier. Chantal Gaba était référente et moi j'étais co-référente avec elle. Donc on a travaillé avec les habitants sur ce projet. La première mouture, c'est ce dessin qui a été fait par une habitante et qui nous a servi de base pour travailler. Après, on a eu une réunion de quartier où on a réuni pour un apéritif un certain nombre de personnes et on a travaillé sur ce plan. Puis, on a fini par être accompagné par le CAUE, c'est-à-dire le Conseil d'architecture et CA, architecture et d'urbanisme, qui nous a aidés et qui a finalisé des documents de présentation, de réflexion, avec un plan que je m'attendais pas à afficher, mais qui n'est pas. Bon, ça fait rien. Non, ça, bon, ça ressemble quand même à ça. Alors, Monsieur Chanier, qui était la personne avec laquelle on a travaillé, venant du CAUE, nous a fait des propositions intéressantes à partir de ce que l'on proposait. Et c'est une configuration qui ressemble fortement à celle-ci, avec l'idée, vous voyez qu'il y a une haie le long de la 820. Cette haie a fait l'objet d'un travail participatif avec les habitants et le quartier et le conseil des enfants. Elle a déjà été plantée le 1er mars 2020, juste avant le confinement. Il y aura une suite à cette haie qui sera faite lors de des services techniques, puisqu'on ne peut pas réunir de nouveau les habitants pour continuer ce travail. En ce qui concerne le reste, il apporte de travailler sur différents pôles. Donc vous voyez un pôle de jeux pour enfants qui se situerait un peu au centre sur votre gauche. Un pôle jardin partagé proche de la médiathèque, des espaces de détente et des espaces arborés,
au milieu, des arbres fruitiers plutôt à droite, avec effectivement un verger, et puis un réaménagement dans l'avenir du skatepark et des accès pour les véhicules motorisés, détournés, pour éviter de traverser cet endroit. Il est également en réflexion un projet d'une sorte d'estrade de podium en utilisant la plateforme bétonnée qui existe déjà et en faisant un lieu de festif voilà, pour l'été, et avec la possibilité de venir écouter des concerts et d'organiser des soirées. Donc voilà grosso modo le projet. Ce qui est important maintenant, c'est ces possibilités de financement. C'est ce qui va apparaître dans le document que vous avez. Et puis tout le travail qui va être fait en aval maintenant avec les services techniques et avec ce qui va nous accompagner, c'est-à-dire à nous donner un cabinet d'études pour finaliser et pour concrétiser réellement le projet et voir ce qui est possible. On a travaillé avec M. Bertrand, bien sûr, qui était tout à fait associé à ce projet, avec aussi Laurent Pulot des Espaces Verts, avec Arbre et Paysage d'Autan, enfin, un certain nombre de partenaires et un certain nombre de professionnels pour nous aider. Il me semble que je voulais dire quelque chose. Oui, en ce qui concerne le cabinet, enfin, d'après ce que M. Bertrand nous a dit, l'urgence et les premières choses étaient de pouvoir avoir une vision concrète pour mettre en place les cheminements et tout ce qui est réseau. Donc électricité, eau, ça va être les histoires d'éclairage, enfin voilà. Donc c'est vraiment la première étape. Donc les plantations entamées qui vont continuer, et puis maintenant, voilà, cette idée de faire un vrai plan, de pouvoir maîtriser, de pouvoir calculer combien ça va coûter. Il y a eu une nouvelle réunion de quartier il y a peu de temps, avec pas mal de personnes qui sont venues, avec vraiment une vision beaucoup plus précise, à tel endroit, là, enfin, quel type de banc, des chicanes, un point d'eau ici, peut-être une cabane pour les jardins, enfin des choses comme ça qui ont été réfléchies. Donc voilà, je ne sais pas, je pense que peut-être qu'il y a techniquement des choses plus importantes à dire aussi, à ajouter. Moi, c'était pas technique, Marie, c'était juste pour préciser que ce projet a fait l'objet d'une présentation à la commission urbanisme. Donc voilà, il a été effectivement présenté en commission urbanisme, qui avait d'ailleurs trouvé ce projet intéressant, notamment sur la participation à l'aménagement de l'entrée de ville, de ce côté de ville, et aussi en s'inscrivant pleinement dans le projet Bourg-Centre, qui est aussi celui de développer des espaces de jardins, de parcs aménagés, et d'arriver comme ça dans la ville à pouvoir mettre en place plusieurs espaces qui répondent aux besoins des habitants. Et c'est vrai que la requalification paysagère est un élément important dans cet endroit qui aujourd'hui est assez peu qualifié. Et il y aura très certainement, on en a parlé lors de la commission urbanisme, ceux qui étaient présents, je pense qu'ils s'en souviennent, on a parlé aussi de la question de la requalification de l'autre côté de la route départementale 820, puisqu'elle a fait l'objet d'un aménagement entre 2017 et 2018 sur un côté de la rue. Et il semble intéressant aussi qu'on réfléchisse à une requalification. Ce n'est pas aujourd'hui dans ce projet-là de financement, mais pour autant, ça va continuer à participer à l'amélioration des entrées de ville, et de ce côté-là, c'est important. Ce qui est intéressant aussi, c'est le travail qui s'est fait et qui s'est amorcé avec les enfants et le conseil municipal des enfants, qui a été associé, qui de son côté réfléchit, puisque ce jardin va être un jardin, ça va rester à affiner avec le temps, mais un espace jardin qui va les concerner. Alors l'école Filleul est proche, la médiathèque est proche, enfin bon, ça crée des ouvertures intéressantes et possibles, et eux-mêmes travaillent en commission, au conseil municipal des enfants, à une réflexion sur les plantations, et sur les jeunes ont également été consultés sur l'idée sur le skatepark, sur ce qu'ils souhaitent comme espace de loisirs dans ce coin, qu'est-ce qui leur manque, enfin bon, c'est vraiment un travail participatif et qui est
porteur, je trouve, pour l'avenir et qui entraînera certainement d'autres choses à long terme. Qui souhaite faire des remarques, questions, M. Gallet? Oui, et effectivement, là, vous portez dans la note de synthèse qu'il a également pour but la préservation de la zone naturelle située en bord d'Ariège et faisant l'objet de différentes mesures de protection. Vous voulez citer les mesures de protection. Autant sur les protections de zones Natura 2000, SNIEF type 1, type 2, on peut faire certains aménagements. Par contre, vous visez un APPA, un arrêté préfectoral de biotope. Pour en rédiger un cette semaine, je puis vous dire que les contraintes sont drastiques dans le cadre d'un arrêté de biotope préfectoral. Alors quel est le périmètre, est-ce que je pourrais savoir quel est le périmètre de cet arrêté de biotope? Et ensuite, quels sont l'intérêt écologique qui est préservé dans le cadre de cet arrêté de biotope? Est-ce qu'il ne remet pas en cause finalement le projet, vu que vous le citez dans la note de synthèse? Comme on a pu le dire lors de la commission urbanisme, on a associé effectivement le CIMAR, qui est chargé pour le compte de la communauté de communes en tant qu'adhérente au CIMAR, de gérer les questions liées aux zones de protection, et notamment aux zones Natura 2000 et aux zones de biotope. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous auriez pu le noter dans la description, vous avez la création d'une zone arborée, la réintroduction d'espèces endémiques à la région dans le cadre de la préservation de la biodiversité. C'est directement issu des réflexions menées en lien avec le CIMAR et qui permettent justement de garantir que les aménagements qui seront faits, et notamment les aménagements d'espèces végétales, sont tout à fait compatibles avec les protections mises en place et que, au contraire, selon les remarques portées par le CIMAR, ça va accentuer, participer à la biodiversité, puisque vous connaissez certainement bien ce secteur. C'est aujourd'hui un espace tout simplement en herbe et que derrière, on va permettre de pouvoir héberger une autre faune locale, endémique, qui correspond à ces objectifs. Donc rassurez-vous, cette préoccupation a été prise en compte dans le cadre du projet. Oui, mais quelles sont les espèces protégées? Par exemple, quand un préfet prend un arrêté de biotope, on connaît bien entendu les espèces protégées. Là, sur l'arrêté dans lequel je suis cette semaine, c'est la Rosa gallica et l'Orchis lactée. Donc effectivement, on prend un arrêté de biotope en connaissance de cause, soit parce qu'on a transplanté une flore, soit parce qu'elle est existante sur le terrain. Si elle est existante sur le terrain, il est absolument interdit d'y toucher, de faire des aménagements, de faire quoi que ce soit. Donc là, effectivement... Vous savez très bien, c'est un terrain d'existence sur le terrain. Comment il a été construit ce terrain? C'est suite à la démolition des silos. D'où, monsieur le maire, ma forte interrogation. Un arrêté de biotope sur un centre de démolition, je ne comprends pas qu'il y ait un arrêté de biotope dans ce lieu. S'il y avait, me semble-t-il, un arrêté de biotope sur ce lieu, je crois que le projet ne pourrait pas se faire. Donc, n'y a-t-il pas une cohérence? Enfin, je n'arrive pas à comprendre. Je pense que vous arbotez un petit peu, excusez-moi le terme, mais on parle dans la note de synthèse, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de participer aux commissions quand on parle de ce type de sujet, c'est qu'on parle de préservation de la zone naturelle située en bord d'Ariège. Donc de la zone naturelle située en bord d'Ariège et faisant l'objet de différentes mesures de protection, c'est cette zone naturelle, c'est l'ensemble. Donc sur le site lui-même, il n'y a pas de protection particulière, et pour autant, et vous le savez certainement si vous travaillez sur cet arrêté de biotope, quand on prend en compte une protection qui est localisée, on doit toujours se préoccuper de l'environnement. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a une zone de protection à proximité, il faut effectivement, et c'est ce qui a été fait dans le cadre du projet, travailler avec le gestionnaire de ces zones protégées pour s'assurer qu'il n'y ait pas de possible contamination, puisque effectivement les graines s'envolent, les oiseaux bougent, et qu'on peut parfois, et c'est arrivé dans d'autres projets, en introduisant des espèces qui ne respectaient pas les conditions naturelles à proximité, de venir dégrader des espaces naturels sensibles.
Donc là, ce n'est pas le secteur lui-même qui fait l'objet d'un arrêté de biotope, mais bien la zone naturelle autour de l'Ariège, et notamment, alors, vous nous auriez posé la question en préparation, on aurait pu ramener, on n'a pas les textes là pour vous donner le détail, mais de mémoire, ça concerne plutôt la faune, et notamment certaines espèces d'oiseaux. Donc on peut accéder, on vous transmettra, et c'est même accessible sur le site de l'État, de la préfecture, vous le savez aussi. Et on peut avoir le détail assez facilement en faisant une recherche. Mais c'est bien la prise en compte globale, et c'est ce qui comptait dans ce projet, c'est d'associer un ensemble de partenaires pour s'assurer que vraiment l'aménagement de ce terrain qui était à la base un terrain artificiel et justement avec pas forcément de faune particulière présente, qui ne viennent pas perturber les équilibres et ne viennent pas surtout nuire à des zones qui, elles, font l'objet de protection à côté. Et c'est en ce sens que sont éditées ces protections, puisque dès qu'on fait des aménagements à proximité, il faut en tenir compte. Non, bon, la réponse m'a été donnée, mais la certitude de ne pas perturber les écosystèmes, voilà. Vous n'êtes pas technicien. Merci. Il faut vous adresser à ce moment-là aux techniciens compétents en la matière, qui sont les techniciens gestionnaires, et nous on s'appuie justement sur leurs compétences. Cette question avait déjà été posée lors de précédents conseils municipaux, puisque ce n'est pas depuis juste quelques mois qu'on s'occupe de ce projet. Je pense qu'on avait déjà à l'époque apporté des réponses aux questions qui avaient été posées sur ce sujet. On avait déjà évoqué ce travail avec le CIMAR. C'est un organisme qui a la chance, comme beaucoup d'organismes de gestion, de faire appel à des professionnels, de les avoir en propre, et qui sont dans un véritable accompagnement, ce qui est précieux quand on est sur ce type de projet dans des zones qui sont effectivement aussi sensibles. Donc, le débat peut être clos. Alors, en fait, il s'agit ici de voter pour demander une subvention à l'État, dans un premier temps. Je voulais vous proposer, dans le cadre de la subvention, sont sorties aujourd'hui quelques modalités sur le plan de relance, qui notamment fait état de possibles financements au titre de la mise en place de projets de jardins familiaux. Donc je voulais vous proposer de rajouter, en fait, au lieu de mettre simplement subvention DETR, de citer le plan de relance de manière à ce qu'on puisse mobiliser, qu'on n'ait pas besoin de refaire une délibération. Le plan de relance, il faut ajouter. Oui. Subvention DETR et plan de relance, d'accord? Et si on peut avoir plus de 150 000 €, on ne va pas passer dessus. Donc pour cette délibération, de demande de subvention qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Alors ensuite, c'est la même délibération pour demander demande de subvention à la région, dans le cas de mobilité douce. Si on peut avoir une subvention de 20% de la région, donc, si vous voulez bien, on la demande. Donc on va pas refaire le débat puisque c'est le même projet. Pour cette demande de subvention à la région, donc, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Beaucoup plus simple, donc, autorisation d'avance de subvention CCAS, il se trouve donc, avant le vote du budget, donc souvent le CCAS a besoin d'un peu de trésorerie, donc on propose donc pour 2021 une avance de subvention de 20 000 €, donc qui pourra être donnée à la demande du CCAS avant le vote du budget. Je précise que pour l'instant le CCAS nous avait rien demandé, mais on a prévu au cas où. C'est un truc qu'on ne peut pas faire le conseil en janvier. Donc, je pense que là il n'y a pas de problème pour personne, donc on est d'accord. Merci. Alors sur le centre social de foyer, c'est aussi une subvention qui est habituelle. C'est pour le prêt de donc, un agent donc, qui travaille au foyer pendant les vacances scolaires. Pas toutes les vacances, au moins les vacances de Toussaint, je ne sais pas s'il y a des vacances d'été aussi un peu. Et donc, en fait, le foyer donc, nous paye pour ce prêt de agent et subventionne le foyer de cette même somme. Donc,
comme ça qu'il faut faire pour que ce soit correct. Y a-t-il des questions là-dessus? Non? Je mets au voix, donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Sur les ressources humaines, donc augmentation du temps de travail de 2 agents titulaires, donc c'est quelque chose qui a été passé au comité technique donc, le 9 octobre. Donc un agent passe de 17 à 23 heures, un autre passe de 28 à 35 heures, hein, sur des agents qui faisaient déjà ce travail-là, mais qui étaient sur un horaire donc, qui était insuffisant. Y a-t-il des remarques? Donc, bien sûr, pour cela, il faut supprimer les postes et créer les autres. Donc, suppression de 2 postes et création de 2 autres postes avec les heures qui sont indiquées. Des questions? Non? Donc, je me vois qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Alors, inversement, ensuite, ça a été vu aussi à CT, à la même date. C'est un agent donc, qui était sur un poste d'adjoint d'animation en temps non complet à 21 heures, qui en fait travaille aussi pour la communauté de communes, et donc ne pouvait pas faire réellement ces 21 heures. Donc elle se trouvait toujours en fin d'année avec un compte incomplet, d'heures incomplet. Donc, avec son accord, on propose de créer donc, un poste d'adjoint à 19h au lieu de 21h. Donc, supprimer le poste à 21h, on crée le poste à 19h. Est-ce qu'il y a des remarques? Non? Donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On avait introduit ce versement d'une prime exceptionnelle aux agents dans les années 2010-2011. Puisque les agents qui étaient en particulier, à l'époque c'était les CAE, CUI, là c'est plutôt les PEC, donc, qui sont en contrat d'apprentissage, n'ont pas le droit à la prime de 1 000 € qui est distribuée aux agents donc, qui sont titulaires ou en contrat ou sous contrat. Et donc on propose donc une prime en quelque sorte de Noël de 260 € par agent, sous condition, bien sûr, pour la temporis. Alors, bien sûr, ça va être sur le salaire du mois de décembre 2020. Et non pas 2019. Y a-t-il des questions? M. Scapin? Oui, deux questions. La nôtre fait état de plusieurs agents, juste pour savoir que. Le montant de combien d'agents, est-ce que vous savez? C'est une douzaine d'agents. Une douzaine d'agents. Et ensuite, donc, on parle là du régime indemnitaire. Il a été mis en place, si je ne dis pas de bêtises, le RIFSEP sur la commune. Est-ce que c'est l'équivalent du RIFSEP pour les agents sous contrat aidé? Non, on ne peut pas dire que c'est l'équivalent du RIFSEP. Le RIFSEP, c'est vraiment quelque chose de plus particulier. Au niveau de cette somme, je suppose que c'est les mêmes catégories d'agents. Il y a de l'encadrement, il n'y a pas d'encadrement, il y a c'est du contrat de droit privé. Ce sont juste les contrats d'apprentissage et les contrats PEC. PEC uniquement. Mais voilà, j'y suis plutôt. Il reste peut-être des anciens contrats, je ne sais pas. Oui. Il y a ce contrat. Et Michel, maintenant nous sommes tous basculés à moi. Oui, le basculant PEC. PEC, oui, pour ce qui me concerne, j'y suis bien entendu favorable. Merci. Tout le monde est favorable. Qui est pour? Merci. On passe aux aides. Monsieur le Rouet. Alors, la première délibération, c'est la mise en place de coffrets prises sur le parking du Ramier et le parking du Rubis. Donc, on a deux branchements de points de comptage, un côté Ramier et un côté Rubis, et des coffrets prises, donc 5 coffrets prises
sur le parking du Ramier et un coffret prise sur le parking du Rubis. Donc tout ça c'est pour pendant les festivités du mois de juillet pour les forêts. Peut-être qu'il faudrait que puisse être installé sur le parking du Ramier, qu'il n'y ait pas de problème, et que l'esplanade de la Madeleine soit suffisamment aérée. Et libérer Il n'y a pas de problème. sur l'espace de la Madeleine. Donc on a un montant à la fois pour les branchements avec une part à la charge de la commune de 1 641 € et pour la part restante sur les coffrets prises 7 769 €. Donc c'est bien pour le financement. On se propose de faire dans le fonds de concours. Voilà. En espérant que ça ne sera pas avant le 15 mars, parce que vous pouvez remarquer que sur la ligne 204, on n'a pas toute cette somme-là. Donc ça sera, j'espère, après le 15 mars. Monsieur Stapé. Moi, monsieur Robin, je n'ai pas très bien compris l'usage de ces coffrets. C'est ce qu'on a. Enfin, je vais le répéter, comme monsieur le maire. Si Je vais le répéter. C'est en fait, vous savez, pendant la fête du mois de juillet, on a fait en sorte que les caravanes et les camions des forêts ne soient pas installés sur l'esplanade. Et donc, évidemment, il faut leur proposer un endroit où ils doivent s'installer. Et donc, cet endroit sera le parking du Ramier. Et donc, on a prévu l'alimentation. C'est pas une régularisation, c'est dans le cadre d'éventuelles prolongations de la pandémie et qu'on puisse... Non, ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça. Avant, ils étaient sur la table de la main. C'est dans le cadre de la réorganisation de toutes les festivités qui se font sur la place. Si on crée une commission pour les marchés, c'est aussi pour ça, pour un petit peu réorganiser. Et quand il y a les fêtes foraines, je suppose que comme pour les autorités, vous y êtes allés, il y a des couloirs un petit peu trop resserrés, tout simplement parce que les habitants prennent de la place et donc font que les manèges sont trop proches les uns des autres et font un couloir de circulation un peu étranglé. Donc de façon à mieux organiser ça, nous avons souhaité que l'habitat se fasse ailleurs. Et puis on avait des problèmes de sécurité avec des câbles, des tuyaux qui traversaient les allées. C'est pas que la pandémie, c'est aussi la sécurité. Donc c'est plus dans cet objectif que celui de la pandémie, mais ça sert aussi à cette période, bien entendu. On voit qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Ensuite. Donc la deuxième note de synthèse concerne les opérations d'éclairage du deuxième terrain d'entraînement du complexe René Mazel. Donc actuellement il y a deux mâts avec 4 projecteurs qui vont être, en tout cas les projecteurs vont être déposés et remplacés par des LED et on va rajouter 2 mâts supplémentaires avec une commande aussi qui va être modernisée. Donc tout ça pour une part communale de 48 677 €. Voilà, donc là, on ne peut pas utiliser, monsieur le maire, le fonds de concours, puisque c'est un équipement sportif. Donc, appel à l'emprunt pour cet équipement. Bon, je précise que ceci, on peut le faire parce que nous sommes devenus propriétaires du terrain. Hein. Vous savez qu'on était propriétaires que de la moitié du terrain, c'est maintenant. Mais suite à un échange de terrain qu'on a fait avec les propriétaires à côté, donc on est maintenant propriétaire de la totalité du terrain, donc on peut faire l'éclairage de ce terrain. Y a-t-il des questions? Oui, M. Scapin. Oui, c'est pour avoir une précision concernant cette note, justement, s'il y aurait des économies à faire, puisque il y a 2 phrases contradictoires dans cette note. Donc, la première elle dit que les projecteurs ne génèrent pas d'économie par rapport à la situation actuelle. Et juste en dessous, on dit que les technologies les plus avancées permettront une économie sur la consommation annuelle. Donc c'est juste pour savoir s'il y aurait une économie ou s'il n'y en aura pas. Mais il y a 2 mâts qui sont équipés actuellement de projecteurs de 1000 watts qui vont être passés en LED. Donc là-dessus, il y aura une économie sur les 2 existants qui vont être passés en LED. Et après, il y en a 2 nouveaux. Il n'y a pas d'économie, puisque il y a des zéros. Voilà. D'autres remarques? On voit qui est contre, qui
s'abstient? Monsieur River. On continue. Donc, troisième note de synthèse sur l'éclairage. L'extension de l'éclairage public, impasse de Kia. Donc là, ce sont des nouvelles habitations plus un projet qui va avoir lieu. Et donc, il y a une extension avec 2 poteaux, 2 supports et 2 éclairages nouveaux. Voilà, pour une somme pour la commune, un restant à charge de 1 022 €. Et donc, sur fond. C'est ma question de concours, mais bon, je crois qu'il y a un décalage entre. C'est pas compris avec l'argent. Je souhaitais faire ça sur fonds propres, 1 000 €. Donc, Sur fonds propres. Fonds propres. On change. On change fonds propres et l'autre, ce sera l'inverse. C'est le fonds propre, c'est le fonds propre. Qui reste en suivante. Donc la dernière, qui concerne On vote celle-là d'abord. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc la dernière, c'est rénovation de l'éclairage public, avenue de Nailloux et avenue Arémis-Desmar. Donc concernant l'avenue de Nailloux, il y a dépose de 13 appareils. Bien sûr, on conserve les mains. Et Arémis-Desmar, il y a encore 6 appareils qui n'avaient pas été rénovés. Donc tout ceci, ça fait 19 appareils qui vont être changés. Pour une part restant à la charge de la commune de 8 354 €. Et donc là... Et là, je propose de les prendre sur fonds de concours et non pas sur fonds propres. Fonds de concours. Questions? Non, pas de questions. Alors, on me voit donc qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Délibération validant le lancement de la procédure de modification de service numéro 4 du PLU de la ville de Torino et définissant une mobilité de mise à disposition publique du projet. Madame Moreau. On l'avait évoqué lors du dernier conseil municipal quand on avait approuvé la précédente modification simplifiée, puisqu'on avait retiré de l'objet initial justement la question de la transformation de cette zone UE suite à un avis des services de l'État, et donc ils nous avaient conseillé de le faire dans une procédure séparée de manière différente. Donc l'objectif c'est de requalifier cette zone UE qui est concernée par les logements de fonction de l'ancienne gendarmerie et de la requalifier en zone UB telle que le reste de la zone à côté. Et donc ce qu'on propose, c'est que dans cette modification simplifiée de ne toucher que le zonage de trafic actuel affecté à cette parcelle et effectivement de passer de UE en UB. Ce sera l'objet unique de cette modification simplifiée. Sur les modalités de mise à disposition du public, vous les avez décrites dans le projet. Donc effectivement, comme habituellement, ce projet sera mis à disposition aux heures et jours et horaires d'ouverture habituels au niveau de l'annexe, mairie annexe Camille Pelletan. Il y a des questions? Qui est contre? 2 contre, qui s'abstient? Merci. Donc le point, c'est le dernier point, donc c'était le renouvellement de la convention de l'expédition du service instructeur des autorisations d'urbanisme du PETR du PUC toulousain. Donc ça nous a été demandé très dernièrement, donc on a reçu le courrier le 30 novembre. Il s'agit de la convention de mise à disposition qui permet effectivement de pouvoir utiliser les services du PETR du PUC toulousain, qui propose effectivement de mettre à la disposition des communes des instructeurs des autorisations d'urbanisme. Donc c'est cette convention qui doit être renouvelée puisqu'elle expirait effectivement au 31 décembre 2020 et que donc il fallait la porter en renouvellement. Donc vous avez dû voir dans le détail particulier
de cette convention, effectivement, on peut couvrir l'ensemble des autorisations d'urbanisme. Elle découvre largement. On a quand même, nous, en interne, une instruction qui est faite aujourd'hui sur notamment tout ce qui est certificat d'urbanisme, CUA et CUB, et aussi un certain nombre de déclarations préalables de travaux simples. Mais l'avantage de la convention qui est assez large, c'est que si à un moment donné nous avons besoin de recourir aussi au service instructeur sur ces dossiers, on peut le faire puisque c'est mentionné la commune et le service instructeur dans le petit c de l'article 4. Et effectivement, dans le cadre de cette convention, il y a donc une rétribution qui est due par la commune au niveau des actes qui sont réalisés, qui n'a quasiment pas évolué depuis le début, puisqu'il est fixé effectivement, aujourd'hui, vous l'avez à l'article 11 des dispositions financières, donc à un coût de l'acte qui est pondéré par un certain nombre de coefficients de pondération en fonction de la complexité des actes qui sont confiés au PETR. Donc voilà, chaque année, on se met d'accord, il y a une partie d'acompte, et ensuite, à la fin de l'année, début de l'année suivante, on procède au décompte réel des actes d'urbanisme, et donc la commune paie vraiment à l'acte les autorisations qui sont déposées. L'accompagnement qui est fait aussi par le PSU toulousain va porter aussi sur des conseils, puisque on peut effectivement adresser certains pétitionnaires au niveau du service instructeur quand il y a besoin de travailler plus précisément sur un dossier en amont, afin de s'assurer qu'il n'y aura pas de difficulté au moment du passage du permis au niveau de l'instruction. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On voit donc qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. Reste les questions diverses. En première question, donc, au sujet de Solia. Alors, on a eu des réponses de Solia. En fait, le déficit 2019 est une vraie raison, c'est la conséquence de plusieurs années d'émissions mal calibrées. Bon, il y a eu quand même un article qui est jugé à charge par Médiacité, mais bon, cet article provenant visiblement d'une source interne à Solia. Le contrôle de gestion en 2019 un contrôle de gestion a été embauché en 2019 pour aider à l'optimisation. Et donc il a travaillé avec le conseil d'administration composé notamment de personnes qui venaient de la chambre de commerce et de la chambre des dépôts et des consignations. Et il y a un exercice 2020 qui sera positif et une visibilité positive aussi pour 2021. Ça n'empêche pas que nous, sur notre projet de gendarmerie, donc on va bien réétudier le projet et on va se faire bien expliquer si ça sera vraiment de l'intergénérationnel qui sera sur ce projet. L'ancienne gendarmerie, bien sûr. Locaux des anciens logements des gendarmes. Donc on envisage encore de continuer à travailler sur l'IA, mais en imposant nos conditions. Qu'en est-il de l'achat de la maison Pince? Alors vous savez donc que la maison Pince, c'est l'établissement public foncier qui achète pour notre compte, et l'achat est en cours, là, l'achat est en cours. Chez les notaires, donc pour ce qui est prévu, 350 000 €. Et ensuite, la suite, Cathy, si tu veux parler de la suite, peut-être? La suite, effectivement, déjà, il s'agissait d'être propriétaire. On a actuellement donc, le conseil architecture, urbanisme, environnement qui fait une analyse du bâtiment, ainsi que les chargés de mission de l'EPF. Et il y aura un groupe de travail qui sera constitué pour le devenir de cet ensemble. Je rappelle quand même qu'il s'inscrivait dans le dispositif Bourg-Centre et que l'idée était d'arriver à pouvoir proposer, et c'est autour de cette idée que le groupe de travail devra réfléchir, d'avoir un lieu qui permette d'accueillir
tiers-lieu, on avait nommé associatif et commerçant. L'idée c'était de pouvoir continuer à conserver ce linéaire commerçant qui existe et de pouvoir aussi mieux l'aménager et le structurer, parce qu'aujourd'hui il n'est pas forcément toujours très adapté sur tous les plans. De réfléchir en termes associatifs à voilà, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans ce lieu, et aussi de prévoir l'aménagement des étages sur lesquels, dans les étages, il y a de quoi aménager du logement. Et là, il y a, je pense, une opportunité vraiment aussi à réfléchir sur de l'intergénérationnel. On croit beaucoup à Annie qui avait porté le projet qu'on citait tout à l'heure sur l'ancienne gendarmerie de résidence intergénérationnelle. On se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes sur le logement, notamment pour des personnes âgées, mais pas forcément encore dépendantes, qui peuvent avoir une certaine autonomie. Et d'ailleurs, le permis, je vous informe, si vous n'avez pas vu, que quand vous allez chemin de Marengo, le permis pour la résidence autonomie a été accordé et est affiché sur le terrain chemin de Marengo. On sait qu'on a cette demande sur le territoire, ça avait été d'ailleurs relevé par le département dans les analyses sur le logement. Et donc je crois que là, on aura aussi l'occasion de permettre d'avoir du logement de qualité, parce que c'est un bâtiment vraiment intéressant à l'intérieur et peut-être un peu innovant. Donc voilà, on est à la recherche, en discussion avec les différents partenaires pour voir quelle forme on pourrait proposer d'habitat, sachant qu'on se rapproche des commerces, c'est vraiment en plein centre-ville, et que pour nous, ce projet, c'est aussi le support de la redynamisation de ce secteur de Saint-Paul. Donc il y a vraiment un enjeu. On avait évoqué comme ça aussi très rapidement les questions de pépinière, de commerce, d'entreprise, et il y a peut-être quelque chose à travailler sur tout ce qui est aussi lié aux artisans d'art. Enfin, voilà, je pense que ça sera un groupe de travail très intéressant, et quand on aura les éléments en plus d'analyse du bâti et de son potentiel, on proposera de créer ce groupe de travail qui aura une belle mission, et surtout qu'on sera là accompagné par les services de la région et du département, puisque c'était effectivement dans le cadre du bourg-centre. Et donc on profite de cet accompagnement aussi technique et qui nous aide à bien avancer. Merci. Au groupe de travail, ça me fait penser tout à l'heure, le groupe de travail de Madame Voisin pour la mutuelle communale. En fait, on n'a pas constitué, mais chacun qui souhaite participer à ce groupe de travail peut contacter Madame Voisin pour vous dire qu'il souhaite participer. On passe à la question 3. Lors de la visite de Carole Delcade, avez-vous avancé sur le choix du terrain du futur lycée? La réponse est oui. Oui. Alors Quel est le terrain? C'est une deuxième question qui n'est pas marquée là. Je vais répondre quand même. Le terrain que a choisi Mme Delcade, c'est qu'on avait donné deux possibilités sur la route de Miremont ou la route d'Espagne. Donc elle a convenu que le meilleur terrain c'était celui de la route d'Espagne. Oh ben c'est génial. Quand on en avait parlé, on en avait parlé au moment de la commission d'urbanisme, que je vous avais dit que... Pardon, excusez-moi. Alors la question 4. J'ai du mal. Oui, donc je répète, je disais que lors de la commission d'urbanisme, on en avait, je ne sais pas pourquoi, on avait parlé, et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a la médiathèque à côté aussi. Voilà, donc ça peut être une bonne opportunité pour la médiathèque aussi. Merci. Question 4. Je vois sur la cité, avez-vous restructuré la police municipale afin qu'elle devienne plus opérationnelle pour une ville de près de 1000 habitants qui est le bourg-centre de surcroît? Pourquoi ne pas équiper de vélos entre autres plus adaptés à l'héritage? Envisagez-vous de l'équiper d'armes non létales? Réponse, M. Massacri. Voilà, alors, la première question, non. Restructurer, non, parce qu'en permanence, on essaye de faire au mieux avec toute l'équipe de la police municipale, et donc on s'organise en conséquence, donc il n'y aura pas de restructuration. Les vélos... Enfin, quand je parlais de restructuration, c'est d'une organisation peut-être plus... Merci, Excusez-moi, j'ai du mal avec ça. Excusez-moi.
Je pensais en termes de restructuration, surtout peut-être de nouvelles tâches, de nouvelles fonctions, voilà. Qu'on les voit peut-être, enfin, c'est les gens qui en parlent beaucoup. Quand vous discutez avec les gens, c'est vrai qu'ils aimeraient voir davantage la police municipale. C'est pour ça que j'avais proposé les vélos, parce que c'est bien adapté à l'îlotage, on est en plein en plus dans le cadre de l'écologie. Puis ensuite, parce qu'après c'est vrai qu'en termes de nombre, vous êtes au quota, hein, il y en a même un de plus. En gros, on calcule un policier municipal pour 10 000 habitants. Donc je crois qu'il y en a 6, si mes calculs sont bons. Donc à ce niveau-là, je suis d'accord. Pour les vélos, donc pourquoi pas. Ouais. Et ça répond un petit peu à la question précédente en disant qu'on s'organise au mieux. Oui. Pour les armes dans l'État, alors il faut. Le mot arme a un sens très large au niveau de la police municipale. Je crois que les menottes font partie des armes. Et donc ils en sont équipés de menottes. Ils sont équipés de bombes lacrymo. Et notre souci, d'abord, c'est de protéger les agents municipaux, la police municipale. Donc on a renouvelé les gilets par balle, ou par coup. Ils sont dotés de talkie-walkie individuels qui sont en permanence en liaison entre eux. Il y a tous les véhicules ont été pratiquement, au moins 2 véhicules neufs, et qui sont équipés de sonos, de flash, et donc ils sont une dotation au niveau des véhicules qui est meilleure, donc ça va dans le bon sens. De sirène par rapport aux véhicules. C'est beaucoup plus fiable évidemment que les anciens véhicules qu'il y avait. A noter également que les policiers municipaux et moi-même, nous avions demandé d'avoir une présentation technique et pratique à la gendarmerie nationale pour des armes, toujours dans le même style d'armes, différents, et pour avoir une réaction et peut-être un changement d'avis par rapport à ce maniement des armes et aux conséquences que ces armes peuvent coûter. Et malheureusement, la date était fixée et tout, et malheureusement, la gendarmerie n'a pas voulu ou a reporté, je ne sais pas encore, parce qu'il n'y a pas d'autre date, cette rencontre. C'était intéressant parce que des fois, on a des pressentiments ou des idées, on se fait des idées sur certaines armes et elles peuvent avoir des conséquences complètement négatives par rapport à l'agent de police. Donc c'était intéressant d'avoir cette approche technique et pratique. Pour finir, je voudrais vous donner peut-être mon sentiment plus fondamental sur la police municipale. La police municipale doit être une police de proximité. Et il ne faut surtout pas confondre la police municipale avec la gendarmerie ou avec la police nationale. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Je ne fais pas de confusion, hein, rassurez-vous. Non, mais je le précise. C'est deux choses qui sont complètement différentes, mais qui sont complémentaires pour plus d'efficacité. Et c'est pour ça que la police municipale doit garder tous ses atouts et travailler en bonne coopération avec les gendarmes, puisqu'on est dans une zone de gendarmerie. Voilà. Non, ça, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que vous envisagez des... On a répondu à vos questions, vous n'allez pas vous faire le conseil. On a répondu à vos questions. Oui. Voilà. La dernière, c'était décoration de Noël. Ah non, ah oui, non, sur la police Oui. municipale. Non, ça va. Je voulais rajouter quelque chose que la tante de la gendarmerie, quand même, a fait des patrouilles communes le soir. On fait des contrôles de vitesse avec eux sur le territoire de la commune et également des contrôles sur les passages des poids lourds. Voilà. Il y en aura un demain d'ailleurs. Ah, d'accord. Donc ne passez pas en poids lourd.
Non, non, ça ne veut pas. Avez-vous prévu une décoration de Noël pour la place de la Treille? Pour l'instant, il n'y a pas prévu de décoration. Je pense que d'après, il n'y en a jamais eu. La seule décoration sur la place de la Treille, c'était pour la fête locale. On ne pourrait pas faire une petite... Eh bien, écoutez, on a qu'une fenêtre. Bon, d'accord. Et on n'a pas de ressources infinies. Non, on ne fabrique pas des plans. Vous ne faites pas comme le gouvernement qui sort des milliards. C'est dommage. Bon, merci. Voilà, merci beaucoup. Pour quel conseil, je ne sais pas. Les vœux du maire, je ne peux pas vous dire encore non plus quelle est la date, parce que ça dépendra et le lieu. Si on peut les faire encore